Comment ne pas se faire hacker, c'est crypto-monnaie. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Celle-ci, je la fais spécifiquement parce qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on vienne me dire sur Discord, Mage, on m'a hacké mes fonds, j'ai perdu mes fonds, j'ai perdu les clés, je sais pas, il s'est passé quelque chose de pas cool. Voilà. Du coup, ça m'arrive assez régulièrement. On vient me le dire sur le forum et puis moi je suis là, malheureusement les gars, je ne peux absolument rien faire. C'est de la prévention qu'il faut faire à ce niveau-là. C'est au bout d'un moment, si c'est arrivé, malheureusement, tu n'as plus aucun moyen de te prémunir de ce préjudice. Et du coup, l'intérêt, c'est de faire en sorte que la prochaine fois, ça ne t'arrive plus. Du coup, l'idée, ça va être de faire cette vidéo pour répertorier les petites choses que tu vas pouvoir faire toi très facilement, qui vont te permettre de limiter le risque, parce que le risque zéro n'existe absolument pas, hein, il faut le savoir, il faut en être conscient, mine de rien, de limiter les risques au maximum, ou plutôt au minimum, de te faire hacker ou alors d'avoir des soucis avec tes crypto-monnaies. On va séparer ça en trois parties. La première, on va parler notamment de tout ce qui est exchange centralisé, c'est-à-dire Binance Co. La deuxième, on va parler plutôt de MetaMask et de ce qu'on peut faire sur la DeFi. Et la troisième, ça va être une catégorie autre, dans laquelle on va avoir d'autres éléments qui ne rentrent pas vraiment ni dans la première ni dans la deuxième. Sur ce, je te dis qu'on est tipeur. Et surtout, n'oublie pas de nous rejoindre sur le serveur Discord, parce que c'est là qu'on discute des choses juteuses. Voilà. Du coup, première partie, les exchanges centralisés. Du coup, ça va être quand tu crées un compte chez Binance, Coinbase, Crypto.com et tous ces trucs-là. Donc, la première chose, c'est déjà d'utiliser un email différent pour chaque exchange. C'est-à-dire que tu vas créer une boîte mail spécifique pour gérer chacun de ces exchanges. Alors tu vas me dire, ok c'est chiant, et on va être d'accord sur tous les points que je vais te dire, là sur ces trois gros trucs, c'est pas des trucs qui sont faits pour te faciliter à toi la vie, au contraire c'est des trucs qui sont faits pour faire en sorte que ce soit plus difficile pour quelqu'un qui essaye de te hacker, d'arriver à ses fins. Du coup, c'est pas forcément des trucs qui vont faire en sorte que toi ta vie soit plus simple, bien au contraire en général, c'est même plus compliqué pour toi. Évidemment, si tu utilises qu'un seul exchange, tu vas utiliser qu'un seul compte, mais tu vas t'arranger pour que ton compte soit facilement récupérable et pour faire en sorte qu'évidemment tes mots de passe ne traînent pas sur internet ou autre. Utiliser des mails temporaires pour accéder à des services. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou autre, mais par exemple tu veux t'inscrire à une newsletter où il y a des services qui vont te demander tes mails, mais uniquement tes mails, pas forcément pour créer un compte ou autre. Et pour ça tu peux tout simplement utiliser en fait un mail temporaire. C'est-à-dire c'est un mail un petit peu au hasard qui est généré au hasard, tac. Tu peux choisir l'adresse que tu as envie de mettre. Ça va te mettre une adresse en fait au hasard, et en fait cette adresse là tu vas simplement la donner au service qui est censé récupérer ton adresse mail. Il va t'en générer une, là il est en train de t'en générer une, du coup tu peux copier-coller cette adresse là et les mails vont s'afficher ici. À chaque fois que tu vas revenir sur le site, normalement c'est censé te générer une adresse mail différente. Je sais pas pourquoi il nous génère assez souvent là-dessus la même, je sais pas trop, mais normalement c'est censé te générer une adresse différente. Du coup toi ça va t'en générer une autre, et avec ça tu vas directement pouvoir voir en fait les différents mails que tu vas recevoir là-dessus sans donner ta vraie adresse mail. L'idée en fait quand tu vas faire ça, ça va être d'échapper à tout ce qui est spam et tout ça, et surtout de faire en sorte que ton adresse mail ne soit pas connue. Aussi, chose que tu peux faire, c'est faire en sorte que ton adresse mail ne comporte pas ton nom, ton prénom. C'est des choses assez faciles à faire, ça demande des efforts très simples, mais parfois il faut peut-être juste recréer ton adresse mail. Je sais, c'est pas cool, c'est chiant, mais si quelqu'un tombe sur ton adresse mail, il peut pas directement t'identifier, il peut pas directement aller sur une recherche Google, tomber sur toi, ta tête, et aller te localiser dans le pire des cas. Voilà. Ensuite, un password unique pour chaque exchange. Évidemment, tu vas pas réutiliser les mêmes mots de passe, surtout sur des trucs qui sont sensibles, comme les codes de ta banque, le code par exemple pour accéder à ton Gmail, ou alors le code pour utiliser tes exchanges décentralisés. Je rappelle que quelqu'un qui a accès à ton Gmail peut quasiment hacker tous tes comptes. Du coup, ton compte Gmail, ça doit vraiment être un coffre-fort, le truc inaccessible. C'est ça le principe. Autre chose que tu vas pouvoir utiliser, ça va par exemple être des générateurs de mots de passe. Très pratique, ça te permet de générer des mots de passe de façon aléatoire. Tu as tout simplement en fait à sélectionner la longueur et il va te générer au hasard un mot de passe. Comme tu peux le voir, c'est jamais le même si on retourne à la même longueur. Un mot de passe par exemple avec 16 caractères, ça peut être très intéressant. Encore une fois, mesure de sécurité, quand tu vas venir le copier, tu vas venir le prendre, tu vas l'insérer dans ton dossier et tu vas t'amuser à changer 2-3 caractères.
mesure de sécurité supplémentaire, mais c'est quand même au cas où. Tu vas par exemple changer le U là et changer une lettre ou autre. Comme ça, tu es sûr en fait que ton mot de passe est unique et qu'il n'a même pas été généré par le site. Du coup, le site, s'il avait envie de te tomber dessus, pardon, c'est le site là, eh bien, il ne pourrait absolument pas le faire. Normalement, ils sont pas censés avoir un historique de ces mots de passe qui sont générés, mais ne sait-on jamais. Encore une fois, en plus il faudra avoir le mail. Bref, compliqué, mais on n'est jamais assez prudent. Voilà, exemple d'un mot de passe sécurisé. Évidemment, tu as différents paramètres quand tu vas là-dessus. Tu vas pouvoir gérer, par exemple, si tu veux des symboles ou pas, si tu veux des caractères qui peuvent se ressembler ou pas, des lettres, des chiffres, bref, exactement ce que tu veux. Voilà. Du coup, il va te proposer les différents mots de passe et il va te dire, là, c'est pas sécurisé, là, ça commence à être sécurisé, et ça va dépendre du nombre de caractères, du nombre de symboles, ce genre de choses. Voilà, je pense que ça, ton prof de technologie t'en a déjà parlé, ou n'importe qui, c'est des trucs assez basiques que personne ne fait. L'autre chose, ça va être d'activer la double authentification. Ça devient quand même de plus en plus courant, c'est d'utiliser par exemple un Google Authenticator. Pour te la faire courte, la vidéo en privé, mais non les gars, arrêtez. Google Authenticator, c'est un code supplémentaire que tu vas devoir rentrer quand tu vas vouloir te connecter à une application. Et ce code-là va changer toutes les 20 secondes. C'est-à-dire que le code, en fait, c'est jamais le même. Tu dois directement aller sur ton téléphone, regarder, choper le code. Parce que oui, c'est une application que tu vas avoir sur ton téléphone. Et ça te sera demandé à chaque fois que tu voudras te connecter, par exemple, sur Binance, Coinbase, etc. En général, ils proposent tous cette option-là. Et du coup, je t'invite à regarder leur documentation. Comment tu peux mettre ça en place pour ton compte Coinbase ou peu importe, Binance, Crypto.com, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie exchange centralisée. Pour le moment, je pense que c'est des trucs qui sont quand même assez communs et que je pense que tu savais. C'est peut-être qu'ils sont pas forcément implantés. Du coup, prends-toi une après-midi, amuse-toi à regérer tout ce qui était mot de passe, à tout noter, à faire un papier physique, à rien avoir dans le cloud, dans le web, ni rien du tout, et à gérer ça de façon propre. Ça prend du temps, mais crois-moi, c'est mieux de passer une après-midi à gérer ça plutôt que de te rendre compte que tu as perdu, je sais pas, des sommes hallucinantes au bout d'un moment parce que tu as fait une petite connerie. Voilà. L'autre chose, là maintenant, on va attaquer sur des trucs qui sont un petit peu plus obscurs, que tu auras probablement pas forcément déjà entendu. C'est pour tout ce qui est wallet non-custodial, c'est-à-dire par exemple les MetaMask et compagnie. Il y a aussi Trust, me semble que Trust, ils font une balance, que Trust, ils ont un wallet aussi qui fonctionne de la même façon. Là, moi, je te parle principalement de ce qui se passe sur MetaMask parce que j'utilise personnellement MetaMask. Voilà. Donc, la première chose, ça va être de sécuriser ton MetaMask en l'appairant, en fait, tout simplement avec un hardware wallet. Hardware wallet, c'est tout simplement un ledger ou un trésor. Je pense que tu as déjà vu ces petites choses-là. C'est très très pratique. Ça te permet en fait d'avoir une deuxième couche de sécurité et en fait, si tu veux faire une transaction, il va falloir que tu connectes du coup ton trésor à ton ordinateur, en plus d'être connecté à ton MetaMask, que sur le trésor tu rentres un code PIN que seul toi connais, évidemment, et qu'en plus pour valider les transactions, tu appuies toi manuellement sur le bouton du trésor ou du ledger pour laisser passer les transactions. Autant te dire que c'est une petite forteresse le truc et que ça te permet quand même d'être sacrément plus sécurisé. En fonction des fonds que tu vas commencer à sécuriser, ça peut être intéressant d'avoir un deuxième ou un troisième trésor ledger. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà c'est pas la même technologie qui va protéger un ledger et un trésor, c'est pas infaillible non plus. En toute logique, il n'y a pas eu de problème depuis qu'ils se sont lancés, donc c'est plutôt safe, même très safe, mais on n'est jamais à l'abri d'une faille ou autre. Évidemment, ce sera sûrement corrigé dans des patchs ou autres si ça existe, mais on n'est jamais à l'abri de ça. Du coup, avoir un trésor et un ledger, why not? Mais aussi, quand tu commences à sécuriser des fonds importants, c'est toujours plus intéressant de splitter si tu veux, c'est-à-dire d'avoir deux portefeuilles à la place d'un et d'en gérer un sur chaque ledger que tu possèdes ou sur chaque trésor que tu possèdes. Voilà. Évidemment, ça dépend des fonds que tu sécurises. Si tu sécurises des centaines de dollars, ça vaudra pas le coup de t'embêter à faire ça. Ça vaudra pas le coup de faire la moitié des choses que je te mets là-dedans. C'est juste des consignes, des idées. Ça va véritablement dépendre des fonds que tu sécurises. Il n'y a pas forcément de threshold à partir duquel tu dois forcément passer à la sécurité supérieure, c'est juste des recommandations. Évidemment, plus ton compte est sécurisé, mieux c'est dans tous les cas, peu importe la somme que tu sécurises. Voilà. L'autre chose, ça va être d'utiliser des adresses burner. Quand tu es sur MetaMask, tu peux créer une adresse web, une adresse Ethereum ou Binance Smart Chain ou autre, simplement en claquant des doigts. C'est très facile.
pour accéder à des sites auxquels tu ne fais pas forcément confiance. En général, c'est les sites de DeFi qui te promettent des intérêts totalement faramineux. Ça va être les sites un petit peu bizarres, là où tu vas avoir des NFT gratuits ou ce genre de trucs-là. Voilà, les trucs en lesquels tu n'as pas forcément confiance, eh bien, tu vas utiliser une adresse burner. C'est-à-dire que tu vas envoyer tes fonds de ton adresse principale à cette adresse burner que tu viens de créer, et tu vas avoir seulement une minorité de tes fonds là-dessus. L'idée, c'est que si cette adresse burner-là est compromise, eh bien, il n'y a que la minorité des fonds que tu as envoyés dessus qui va avoir des soucis. Ton adresse principale, elle est safe, elle a aucun problème. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que au pire, si ton adresse a un problème parce que tu as interagi avec des smart contracts douteux, bah ça va être la petite adresse qui va avoir des problèmes, du coup l'adresse burner, et pas l'adresse principale. Ça peut te faire sauver et des fonds, mais t'imagines même pas à quel point c'est pratique. Autre chose, si tu sais que tu as donné accès à du coup des comptes, à des smart contracts, que tu leur as donné des permissions que tu n'étais pas censé donner, eh bien c'est très simple, tu vas sur des banques, et je te mettrai un tuto pour comment ça fonctionne. Ça c'est pas des banques, c'est un tutoriel pour comment ça fonctionne. En gros, des banques finance, c'est un site web qui te permet de révoquer, entre autres, parce que ça permet de faire plein de trucs, ça te permet tout simplement de débloquer en fait... de révoquer les permissions que tu as peut-être données à certains smart contracts. De la même façon que quand tu vas utiliser des smart contracts, on va te demander des permissions, ça se présente sous le format line permission, et tu peux même cliquer sur Edit Permission pour avoir en fait toutes les informations de la permission que tu vas donner. Très important à faire en général quand tu donnes l'accès à des permissions. Voilà. Et bien ça va donner accès par exemple à PancakeSwap de dépenser certains jetons. Il y a certains sites qui ne sont pas gentils, qui veulent ton mal et surtout ton argent, qui eux vont avoir des permissions qui leur permettent d'accéder à tous les fonds, peu importe la crypto-monnaie, peu importe la somme, sur ton wallet. Si tu donnes l'accès à un protocole, si tu leur donnes cette permission-là, ils peuvent siphonner ton compte en faisant clac. Voilà. C'est pour ça qu'il faut regarder de temps en temps ces permissions et il faut être certain que tu n'as pas donné ce type de permission-là. Si tu utilises des PancakeSwap, des Uniswap, ce genre de protocoles qui sont, je vais pas dire bulletproof, mais qui ont déjà été utilisés, testés et qui fonctionnent depuis un certain moment et qui n'ont pas forcément eu de gros problèmes, en général, tu es safe. Par contre, si tu vas utiliser des protocoles qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus récents, tout ça, méfie-toi, regarde les permissions que tu donnes et surtout fais très attention à toi. N'hésite pas à aller sur des banques, à suivre ce guide que je te mettrai évidemment en description, dans lequel tu pourras regarder comment révoquer les permissions et regarder un petit peu plus comment ça fonctionne. Ça peut être très très intéressant. Ok. Ensuite, l'autre truc, c'est de ne jamais enregistrer ta passphrase sur ton ordinateur ou ton téléphone. C'est une erreur très commune. C'est tout simplement, je vais faire une capture d'écran de ma passphrase. Non, absolument pas. Si tu as fait ça, n'utilise plus ton compte. Vraiment, crée un autre compte. C'est la façon la plus simple de te faire hacker. Très simplement, n'importe qui a accès à ton drive a accès à ton mot de passe. Voilà, c'est absolument pas cool. Tu n'as pas envie que ça arrive. Juste que tu sois au courant. Voilà. Du coup, ne prends jamais de photos. N'enregistre jamais une photo ou autre de ta passphrase. Écris ça sur une feuille de papier. Le mieux, c'est encore de splitter ta feuille de papier en 3 et d'aller la stocker 2 par 2 à des endroits différents. Ça mériterait encore d'avoir une vidéo spécifique pour parler de ça. Mais ne va jamais stocker ta passphrase sur ton ordinateur, ton téléphone. Préfère toujours utiliser du papier. Voilà. Dans un coffre-fort old school, tu vois un petit peu le délire. Un petit peu comme les pirates à l'époque. Maintenant, on va donc rentrer dans la catégorie autre. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément valables pour tout le monde et ça peut être plus ou moins intéressant en fonction de ce que tu veux faire. La première chose pour moi, ça va être d'utiliser un ordinateur dédié aux crypto-monnaies. Encore une fois, si tu gères 200 balles de crypto-monnaie, tu vas pas acheter un ordinateur à 500 balles pour gérer tes fonds. C'est totalement con. Mais si tu commences à gérer des sommes importantes, c'est très intéressant d'avoir un ordinateur qui est dédié et avec lequel tu ne fais absolument rien d'autre que de te connecter à des sites web pour gérer de la crypto-monnaie, de la finance décentralisée, ce genre de trucs. Ça peut être très intéressant, ça peut t'éviter des problèmes et surtout ça coûte pas si cher que ça en fonction des fonds que tu as quoi. Il te faut pas un ordinateur de qualité de ouf, c'est juste un ordinateur pour faire des transactions. Typiquement, ça peut être un ordinateur à 300-400 $ ou euros, c'est pas la mort et si tu en as vraiment besoin, si tu commences à gérer des fonds importants, c'est mieux de dépenser 300-400 balles là-dedans dans ta sécurité plutôt que de perdre des sommes importantes. L'autre chose, ça va être de mettre en favori les sites que tu utilises très souvent. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tu vas sur Google, parfois tu vas tomber sur des sites malicieux. Par exemple, je ne sais pas, on va chercher SpookySwap, et bien de temps en temps, tu vas tomber sur une annonce. Alors pas forcément dans le cadre là parce que j'ai un adblocker, mais si tu n'as pas d'adblocker, tu peux tomber par exemple sur une annonce.
avec un site web là où il y a écrit SpookySwap avec un i à la place du y. Ce site-là est un site malicieux. C'est donc une arnaque. Parce que ce n'est pas le site officiel, ils vont donc essayer, je sais pas, par exemple, de te demander ta passphrase, ou alors ils vont essayer de te demander, je sais pas, des transactions ou des choses bizarres qui ne fonctionneront pas comme chez SpookySwap. Évidemment, le site sera totalement semblable, mais par contre, eux, ils auront tes clés. Voilà, hein, absolument pas cool, à éviter. Du coup, pour être sûr, quand tu vas te connecter à des sites comme ça, eh bien, tu vas toujours aller chercher, par exemple, soit sur CoinGecko, là où tu vas aller chercher directement ton jeton. Par exemple, ici, on va aller chercher SpookySwap. On est donc sûr d'avoir le jeton officiel. On va ensuite cliquer sur le lien là, c'est le lien officiel. Sinon, tu peux aller sur leur Twitter, là tu auras le lien officiel également. Ou alors tu peux aller sur les serveurs Discord, il y a également une rubrique là où il y aura les liens officiels. Voilà, donc tu vois le nombre d'abonnés, ça fait sens, c'est le lien là, ils ont bien les likes, c'est bon, c'est eux, il n'y a pas de souci. Tu peux cliquer là-dessus et avec le lien là, tu es sûr d'accéder au bon site web. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, hein, mais parfois ça peut te sauver des fonds, ça peut te sauver la vie. Du coup, ne fais pas arrange-toi pour toujours te connecter de cette façon-là à des sites et mets-les en favoris. Tu peux te faire une liste avec des dossiers en fonction des blockchains, arrange-toi comme tu veux, mais pour moi c'est véritablement une des façons les plus safe d'accéder à tous ces sites, parce qu'au bout d'un moment tu vas accéder à beaucoup de sites, tu vas être tenté d'aller sur Google, tu vas peut-être pas faire gaffe une fois, tu vas cliquer sur un lien qui est sponsorisé et qui n'est pas le lien officiel, et malheureusement tu peux perdre tes fonds de cette façon-là. Oui, ce n'est pas cool, oui, c'est des problèmes qu'on a encore actuellement dans la crypto-monnaie. L'autre chose, ça va être d'avoir un adblocker. Alors évidemment c'est pas infaillible non plus, mais par exemple si tu as un adblocker, tu ne verras pas tous ces liens qui vont être dans les sponsorisés. Tu verras pas toutes les arnaques qu'il y a sur Twitter. Ça peut t'éviter en fait de cliquer sur des liens auxquels tu n'aurais pas forcément envie de cliquer, tout simplement parce que ce sont des arnaques ou alors parce qu'ils ne vont absolument rien t'apporter. Ce genre de choses quoi. Voilà. Autre chose que je n'ai pas précisé, mais c'est de ne jamais, au grand jamais, ne jamais donner ta passphrase. À moins que tu cherches à récupérer ton compte, tu ne donneras absolument jamais ta passphrase à personne. Si quelqu'un te demande ta passphrase, ce n'est pas bien. C'est à toi de faire la démarche d'aller sur MetaMask par exemple et de reset ton compte en donnant ta passphrase. Sinon, ça n'a aucune valeur. C'est très probablement quelqu'un qui essaie de voler ton compte. Ça peut être très facile, hein. Il y a un mec qui va te faire un message, il va venir te dire ok, écoute, alors je voudrais avoir accédé à tes fonds là, c'est pour je ne sais pas, peu importe quelle raison, hein, et il va te demander ta passphrase, tu vois. Ou alors de façon dérobée, il peut te le demander. Méfie-toi, ne donne jamais cette passphrase. La façon la plus simple de ne pas la donner, c'est tout simplement de ne pas la connaître, de l'avoir écrit sur un papier quelque part et de ne même pas savoir là où il est. Bon, j'abuse, j'exagère. Mais clairement, ne donne jamais ta passphrase, c'est absolument pas le bon plan. Voilà. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!